Salut les devins, c'est Saikyo. Je disparais des reviews Bleach pendant à peu près un mois et je reçois nombreux de vos appels au secours. Je ne citerai pas vos commentaires pour ne pas afficher de pseudonyme, mais à ce qui paraît, les vidéos de la part d'Ignare pullulent de plus en plus, le mauvais état d'esprit règne, et ainsi que l'incompréhension totale vis-à-vis des derniers épisodes de Bleach. Me voici donc pour remettre les pendules à l'heure, mais autant vous le dire, si le mauvais contenu à vos yeux et à vos oreilles continue de perdurer et de s'étendre, ça ne sera jamais moi ou une seule autre individualité qui y mettra un terme. Ce sont nos choix. Nos choix de visionnage, nos choix de support. Internet est régi par les algorithmes, donc allez voir une vidéo en sachant au préalable qu'elle ne vous plaira pas. Simplement parce que l'on cède à la curiosité de participer ou d'écouter cette polémique-là n'aidera pas la cause. C'est exactement la même chose que lorsque l'on est soumis à un vote, c'est exactement la même chose que lorsque l'on a le choix d'acheter ou non. C'est également la même chose avec visionner ou non. Envoyez de la force aux créateurs que vous appréciez, même s'il n'y a rien de malsain derrière la vidéo, même s'il n'y a rien qui est sujet à polémique, même si leur vidéo est plutôt calme, même si le sujet abordé est plutôt anecdotique, même si c'est quelque chose d'assez doux, même si c'est une analyse assez profonde et peut-être un peu compliquée à comprendre, même si c'est un peu tiré par les cheveux, même si la personne ne crie pas dans tous les sens, même si la personne n'est pas vulgaire, ne s'exprime pas dans un français châtié, mais qui au contraire fait des efforts au niveau de son langage pour respecter vos oreilles, c'est plutôt à ces personnes-là qu'il faut aller donner de la force. Et cette force-là, vous pouvez la donner ou l'enlever par tous les moyens. Le premier, c'est tout simplement de ne pas regarder. Tomber une fois dans le piège, ok, deux fois peut-être, mais à partir de la troisième, c'est qu'on apprécie cela. Il faut donc se poser des questions. Faire un QRT, citer un tweet pour dire à quel point cette vidéo est mauvaise va au contraire apporter plus de visibilité à cette vidéo, tandis que les créateurs que vous appréciez ne reçoivent ni like ni RT. C'est quand même un comble. Donc sachez-le, en toute modestie, je m'apprête à apporter une analyse qui me paraît pertinente concernant les 4 épisodes de Bleach à propos desquels je n'ai pas encore proposé de review, mais si jamais, et je vous en remercie d'ores et déjà, c'est ce type de contenu-là qui vous plaît, et pas celui qui est à la mode en ce moment, eh bien c'est à celui-ci et à tous ceux qui sont similaires auxquels il faut donner de la force et retirer totalement, ignorer, littéralement ignorer, sinon vous allez plaire à l'algorithme, les contenus qui vous paraissent bas de tableau. Autrement, vous ne ferez que jouer éternellement le jeu de ces personnes qui ont un coup d'avance sur vous et qui vous manipulent au final, tout simplement pour maximiser leur visibilité en déblatérant ânerie sur ânerie. De notre côté aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nous parler des épisodes se titrant Cœur de loup, Aux premières loges, Le voile blanc et tout dernièrement Le tranchant. Pour marquer les grosses étapes de ces épisodes-là, nous avons eu la démonstration de force de Komamura, beaucoup plus en retrait celle de Kensei, le Vizard, le chemin retour de Ichigo vers la Soul Society, mais surtout le Bankai glacé de Rukia, et finalement l'avènement du Shikai de Zaraki Kenpachi no Zarashi. Il est question aujourd'hui de ces 4 épisodes-là. Je vous le dis d'emblée, je ne vais pas spoiler ou gâcher ce qui va arriver par la suite. Cela dit, je vais être contraint d'utiliser un terme bien précis qui ferait ou fera office à coup sûr de foreshadowing si vous l'entendez aujourd'hui. Je vais l'utiliser, mais je ne vais pas vous dire à quoi il fait référence dans le futur, à quel personnage, à quelle scène, à quel potentiel combat, etc. Tout ça, je ne le révélerai pas. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme si Dragon Ball était en cours de publication, que l'on était sur l'arc Namek et que tout d'un coup j'utilisais le mot transformation, parce que je savais qu'il y en aurait une, à savoir le Super Saiyan. Sauf que ce terme de transformation, je l'aurais peut-être plutôt utilisé pour parler de celle de l'état d'esprit de Vegeta, pour souligner celle qu'a accompli Piccolo, avec son absorption de Nail. Mais au final, il aurait eu aussi à terme et plus tard une transformation effective, celle de Son Goku. Ça va être un cas relativement similaire, à vous de voir si vous êtes prêts ou non à entendre ce mot, car aux oreilles de certains, je pense qu'il pourrait faire office de spoiler, même si à mon sens il n'y a rien de méchant. Je ne vais pas spécialement m'étaler sur mes opinions personnelles, c'est globalement la même chose pour les 4 épisodes avec certains pics avec plus ou moins de haut et de bas, mais c'est une sensation globale assez similaire. Tout comme dans le premier épisode, j'ai un peu plus l'impression de retrouver le Bleach d'origine dans cette partie 2 que dans la partie 1. La soi-disant rigidité de l'animation ne me dérange absolument pas. Autant en partie 1, je trouvais qu'il y avait de gros manquements, dans la partie 2, je trouve que le juste nécessaire est fait. Les dessins sont toujours au top, chaque plan pourrait faire office de fond d'écran tellement il est beau, l'animation est parfois assez mollasse mais elle dessert une certaine ambiance et ça marche. En parlant d'ambiance, le fond rouge commence à me sortir des yeux, à part dans le dernier épisode dans lequel je trouve qu'il a été utile. Avec Kenpachi, c'est venu magnifier la météorite, les divers reflets sur le visage de Zaraki. Autrement, franchement, ça me sort des yeux. On est servi par de très jolis cuts d'animation lorsqu'il le faut. La CGI est peut-être un petit peu moins bien incrustée qu'en partie 1. Je reviens un petit peu sur mes propos. Autant le premier épisode de la partie 2 était assez convaincant, autant là, quand je vois certaines scènes, c'est quand même assez tape à l'œil. Elle est moins souvent mélangée à de la 2D aussi.
Elle est beaucoup plus brute en tant que 3D elle-même et ça devient un petit peu plus dérangeant car on ne voit qu'elle. Et puis l'idée de me dire que au moins la moitié des Bankai seront en 3D n'est pas si séduisante que ça. Côté musique, toujours les mêmes reproches. On a de très bons remixes de ce qui s'est fait à l'époque, mais je n'ai pas ce plaisir de la découverte que j'avais dans l'arc Arrancar. L'arc Arrancar puisait quelque peu dans ce qui se faisait de la bande-son de l'arc Soul Society, mais très peu. Et l'intégralité, vraiment l'intégralité des nouvelles sonorités sont devenues de purs classiques avec cette ambiance espagnole. Alors je me doute qu'il est un peu plus complexe, sans offense aucune, d'avoir quelque chose de chatoyant à l'oreille lorsqu'il s'agit de sonorités germaniques. On a remarqué que c'était une tâche plutôt aisée pour le compositeur lorsqu'il s'agissait de chants de marche militaire et d'accompagner des scènes plutôt martiales. Mais lorsqu'il s'agit de poser une ambiance nouvelle, renouvelée par rapport aux précédents arcs, c'est beaucoup plus compliqué. Et lorsqu'il s'agit d'asseoir de nouveaux classiques musicaux au sein de Bleach, ça a l'air de relever de l'impossible. Je l'ai déjà dit, je le redis ici, mais quelle musique se démarque réellement? À part celle que l'on a déjà entendue. Aucune. Shiro Sagisu, qui est un compositeur dont le talent n'est plus à démontrer, nous a tout de même bassiné toute l'année et a continué jusqu'à peu à nous montrer des séances d'enregistrement et de composition en studio avec un orchestre, etc. Ça avait l'air assez épique. Et au final, tout cela dans les épisodes, je le cherche à la loupe, ou plutôt devrais-je dire à la prothèse auditive. Je n'arrive pas à entendre cela. Pour rendre à Yurhabar ce qui appartient à Yurhabar, admettons tout de même que côté bande-son, la qualité des comédiens de doublage est comme Rof au summum, aussi bien leur jeu d'acteur que la captation audio est juste magnifique. Un maître étalon en la matière, les bruitages sont toujours aussi excellents. C'est vraiment côté musique que cela pêche. Alors avant de m'entretenir avec vous de ce qui selon moi relève des vrais problèmes de cet animé et de cette partie 2, parlons de ce qui pour moi constitue des faux, et qui permet justement de générer la polémique telle que je le détaillais en début de cette même vidéo. Je vais vous le dire tel que je le pense, et peut-être que certains se sentiront un petit peu offensés par cela, mais je suis assez convaincu lorsque je lis et j'entends les retours sur les divers réseaux sociaux, que beaucoup de monde, peut-être même une majorité, n'a pas compris la teneur de ces épisodes-là. Et d'une certaine manière, ça me rappelle un petit peu le film Dragon Ball Super Broly. Vous savez, ce film auquel on a attribué une réputation de ne rien raconter. Ce film auquel on reproche d'avoir uniquement de la baston et rien d'autre. Alors que, et j'avais fait une vidéo démontrant l'inverse, dans laquelle je tenais des propos assez similaires à ceux du jour concernant Bleach, c'est assez drôle de faire le parallèle, vidéo dans laquelle j'expliquais un fait relativement basique. Une narration, et une bonne narration, n'a pas besoin, peut s'affranchir de dialogue. Croiser le fer, faire parler les points, c'est aussi une manière de raconter une histoire. Alors il y a les combats qui n'apportent rien, qui ne racontent rien, et il y a ceux qui expriment tellement de choses. Et celui de Broly, lorsque l'on place le personnage de Broly en tant que héros de son propre film et victime de ce qui lui arrive, change absolument tout en matière de perception de celui-ci. Broly s'érige en tant que réel martyr de son propre film, va être utilisé et massacré par tout le monde, même s'il distribuera quelques bonnes pêches, mais malgré tout c'est lui que l'on essaye de placer au fond du trou et qui devra au final en plus affronter la montagne Gogeta Blue. Et bien cette fois-ci dans cette partie de Bleach, c'est relativement similaire. On croise le fer, mais pour de bonnes raisons. Il est évident que l'auteur nous raconte quelque chose au travers de ces divers épisodes, et ce n'est pas juste un vulgaire assemblage de combats, tel Burger King ayant fait le buzz récemment pour avoir assemblé 25 tranches de fromage dans je ne sais plus quel pays du côté de l'Asie. Non, on n'est pas sur un niveau fond de la classe comme ça. On a quelque chose ici qui nous propose un double niveau de lecture et à chacun de pouvoir s'en saisir. Ce qui m'amène à ce fameux mot que je souhaitais utiliser, à propos duquel j'ai largement prévenu concernant le fait qu'il pourrait foreshadower certains éléments à venir des prochaines parties de Bleach. Je souhaite clairement mettre en avant la notion d'antithèse. Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, elle peut se définir de plusieurs manières. Par exemple, la figure par laquelle on rapproche en les opposant deux mots, deux expressions, deux idées contraires, pour leur donner plus de relief. Ou bien une autre manière de l'aborder, un peu plus philosophique, serait le deuxième moment, d'une démarche dialectique, faisant suite au premier appelé thèse, préparant dans certains cas pour le troisième et dernier moment appelé la synthèse. Vous avez tous déjà entendu l'expression thèse, antithèse, synthèse. Là, nous sommes dans l'antithèse. Si je reprends chaque combat notable durant les 4-5 derniers épisodes, on a eu Hirako Shinji face à Bambietta. Pour vulgariser, c'est celui qui peut tout manipuler. À qui a-t-il eu affaire et qui a pu le vaincre? Celle qui peut tout détruire. Malheureusement pour Shinji, l'antithèse a été plus forte que lui. Celle-ci s'est confrontée à Komamura. On pourrait être alors tenté de penser que Bambietta est l'antithèse de Komamura, mais il n'en est rien. Komamura l'est vis-à-vis de Bambietta et il a obtenu la victoire. Cela dit, ce combat-là pour Komamura n'était qu'anecdotique. Il pensait pouvoir directement, dans une marche aux allures de barreau d'honneur, aller faire face à l'empereur Quincy, venger Yamamoto et accessoirement mettre un terme à cette guerre. Sauf que, et c'est là où ça devient intéressant d'analyser, Komamura lui-même
ne s'est pas rendu compte qu'il était sa propre antithèse, en vendant son âme, ce qui fait écho d'ailleurs à l'écriture qui avait été apportée à Tosen Kaname dans le passé, et je suis sûr que ça beaucoup de personnes l'oublient. En tentant de devenir l'antithèse de Yūja, vu que celui-ci clame la paix pour obtenir la guerre, Komamura lui a clamé la guerre pour obtenir la paix, avec un pouvoir qui le rend littéralement de ses propres dires et de celui de son aîné, invincible. La destruction totale qu'impose Yūja, et ça on a pu le voir sur l'intégralité du Seirei, par rapport à l'indestructible Komamura. Néanmoins, Komamura s'est autodétruit. Il était son antithèse et cela il ne l'avait pas prévu. Autre combat majeur, Mask face à Renji Abarai. Mask est une sorte de puissance brute absolument incommensurable et qui peut augmenter celle-ci via son petit acolyte James, qui lui prodigue indirectement des soins et une succession de power-up jusqu'à tout de même un certain niveau maximal. À l'opposé, lui, Renji a profité de son entraînement chez la Division 0 pour se transcender. Et lui aussi qui avait l'habitude de compter sur son acolyte, Zabimaru, qui parfois d'ailleurs on s'en rappelle dans l'anime pouvait se matérialiser. Il l'avait même éveillé jusqu'au Bankai, mais faussement, d'après les dires de Ichibe qui se sont concrétisés. Ce n'était pas la vraie manière de l'utiliser, ce n'était pas sa réelle ni complète appellation. Renji devait se trouver et par extension trouver la vraie nature de son Zanpakuto, ce qu'il fit pour mettre un terme à la bataille face à Mask. Là où Mask, lui, a continué de fonctionner tel Renji au préalable. Il utilise un élément extérieur, James, qui vient le remettre sur pied lorsqu'il le faut, qui vient l'acclamer, qui est là en tant que support, sauf que ce lien n'est pas si fort que ça. On l'a vu, lorsque Mask a utilisé son attaque maximale, il n'a pas hésité à tirer directement sur James, qui s'est senti mal. Comment pourrait-on penser qu'un personnage comme Mask soit en osmose avec soi-même et qu'il se soit transcendé? C'est impossible. Il avait sûrement une marge de progression s'il le faisait, mais il en était encore loin. Il avait une part d'égoïsme et également aveuglé en croyant qu'il avait déjà atteint son maximum. C'était également l'état de Renji après avoir obtenu le Bankai, sauf que ses défaites récentes et Ichibe lui ont ouvert les yeux. Cette notion d'antithèse aura d'ailleurs été marquée par la manière dont Renji va vaincre Mask. Mask n'arrêtait pas de dire qu'il réduirait ses adversaires en poussière, alors qu'en définitive, c'est lui qui l'a été par la main de Abarai Renji, qui le lui a d'ailleurs signalé. Ce n'était pas du tout anodin dans le scénario. Continuons cette lecture de fond des derniers épisodes de Bleach. Allons dans l'épisode nommé Le Voile Blanc. C'était Rukia face à Asnoth. C'est intéressant parce que dans cet épisode-là, il y a une dualité de thèse et d'antithèse. Et je dirais même qu'à ce stade, deux personnages vont au-delà de cette thématique de l'antithèse et commencent à effleurer du doigt la notion de synthèse. Ce sont Rukia et Kutiki Byakuya. Lorsque l'on connaît Bleach, lorsque l'on sait d'où partent ces deux personnages, on constate que l'évolution est plus que flagrante. Il y a fort longtemps déjà dans l'œuvre que les deux nous paraissent comme thèse et antithèse. Ils sont proches par nature, par racine Kutiki, mais tellement opposés par leur mentalité, et on finit par se retrouver dans cet avant-dernier épisode. Byakuya, post-entraînement, malgré la vengeance qu'il doit prendre, va décider non pas de la prendre, mais au contraire de s'accorder du retrait pour que brille sa petite sœur adoptive. C'est quelque chose qu'il n'aurait jamais laissé passer auparavant. Elle-même en sera émotionnellement affectée, pour qu'ensuite les deux s'accordent sur le fait qu'ils vont s'unir pour sauver la Soul Society en tant qu'égaux. C'est la première fois qu'ils le sont, et c'est à mon sens une amorce de la synthèse de leur relation. Du côté du combat principal, Kutiki Rukia face à Asnoth, la notion de thèse et d'antithèse est encore une fois flagrante. Asnoth qui a l'habitude d'être l'antithèse de tout le monde. Il est la peur incarnée, personne ne lui a jamais résisté, même Byakuya, et cette fois-ci les rôles sont inversés. La peur incarnée a été mise face à ses propres hantises, et celle qui l'a vaincue n'est rien d'autre que la mort personnifiée en Kutiki Rukia et son zéro absolu. Je pense sincèrement que c'est le plus bel exemple de toute la vidéo. Mais dirigeons-nous vers le tout dernier épisode, Zaraki Kenpachi face à Grémy. Alors j'aimerais vous parler un petit peu plus de Grémy car on en sait plus sur lui et à son sujet durant les romans. Bref, on va s'affranchir de cela. J'ai déjà parlé d'antithèse, je pense que c'est suffisant en matière de foreshadowing, et justement pour rester centré sur celle-ci, je m'étonne énormément que peu de monde ne se rende compte de la symbolique de ce combat-là. Comment est-il possible de trouver que celui-ci est dépourvu de sens? Pour y remédier, je pense qu'un rapide rappel des profils des deux combattants sera largement suffisant. Zaraki Kenpachi, dont vous connaissez absolument tous l'évolution, et se présentant jusqu'à ce jour comme celui qui peut tout, absolument tout, trancher. Face à lui se dresse un cerveau auquel a été attribué un shrift d'exception par Yūja en personne, lui permettant de tout créer, de tout matérialiser, y compris la vie. Ce qui d'ailleurs en matière de thèse et d'antithèse devrait déjà faire écho, je ne veux pas trop gâcher la situation pour ceux qui ne sont que anime only, ce dont est capable Zaraki Kenpachi en matière de création,
Bref, vous voyez déjà qu'il y a un parallèle et à la fois une opposition, toutes naturellement marquées par leur nature de Shinigami et de Quincy. Les deux sont animés par leur recherche du plus fort, même si Grémy ne le savait pas forcément, et va s'opposer alors ce potentiel de guerre Zaraki capable, selon ses propres dires, de tout trancher, face à celui qui est capable de tout lui opposer. Kenpachi est-il réellement capable de tout trancher? Le seul capable d'apporter une première réponse viable à cela, c'est Grémy et nul autre. Encore une fois, à une thèse, il a fallu opposer une antithèse, sachant que le cas de Zaraki Kenpachi, sans faire de mauvais jeu de mots, est un peu à double tranchant, et il y aura des suites à cela, donc je ne vais pas m'attarder sur son cas, mais je pense avoir fait un bel exposé de ce que les précédents épisodes de Bleach ont pu apporter comme signification, quel type d'opposition ils nous ont proposé. Non, ce n'était pas random méchant face à random gentil. Ce n'était pas le plus puissant du coin face au plus puissant de l'autre coin. Il y a à chaque fois, systématiquement, une signification derrière chaque combat de cet arc-là. Par contre, et ça va me permettre de transiter sur la fin de cette vidéo, il y a aussi de réels problèmes à mon sens durant cet arc-là, certains qui n'ont malheureusement pas été résolus par l'anime, et certains même qui ont été créés par l'anime. Je m'explique. Premièrement, ce qui me dérange beaucoup, et ça vient un peu casser justement cette notion de thèse et d'antithèse, c'est que parfois les personnages s'expliquent beaucoup trop leur pouvoir. Et lorsque l'on étend notre raisonnement, ça veut dire qu'ils s'expliquent alors pourquoi, dans l'œuvre, ils sont thèse et antithèse de chacun, alors que tout cela, stratégiquement, ils devraient bel et bien se le garder pour eux-mêmes. Ça arrive trop souvent, c'est trop répété. En ayant lu le manga, je sais que ça arrive encore plus par la suite, et j'espère que l'anime ne va tout de même pas tomber dans cet écueil à répétition. J'ai mentionné le fait que l'anime crée des problèmes. Eh bien, il y en a un majeur que je dénote, c'est son pacing, la vitesse à laquelle il adapte les chapitres du manga. Quand l'on me dit qu'un épisode va adapter 8 chapitres et qu'en plus il va se permettre de faire des rajouts par rapport au manga, je me demande à très juste titre quel est l'objectif derrière tout ça. Ça relève presque du sabotage de l'arc. Alors en tant que lecteur, ça me dérange pas tant que ça, parce que je peux combiner les deux expériences, mais nombreux sont ceux qui ont patienté durant des années, et on sait à quel point elles furent longues, pour au final avoir un animé qui parfois a plutôt des airs de résumé du manga plutôt que de celui qui vient le sublimer et l'étendre, et ça c'est forcément dommage. Alors il y a peut-être des plans par la suite, partie 3, 4 ou je ne sais combien, d'adaptation des romans, de migrer vers l'arc en fer, ça serait véritablement cool. Mais en l'état de ce qui nous est proposé aujourd'hui, tout de même en partie 2 sur 4 annoncés, force est de constater que ça passe beaucoup trop vite, c'est adapté beaucoup trop vite, et un épisode tel que celui de Grémy face à Zaraki aurait mérité que l'on nous montre les pages, notamment dans lesquelles les autres Sternritter s'inquiètent, et où même le roi Quincy, qui était pourtant parti en sieste nocturne, se réveille de son profond sommeil alors qu'il était le dernier à déranger à ce moment-là pour récupérer et régénérer ses pouvoirs, qu'il regarde la météorite de Grémy tomber et qu'il a tout de même l'air de se questionner sur la situation, parce qu'il est en train de faire face à un personnage Zaraki que Yurabara a lui-même établi comme potentiel spécial de guerre et dont l'issue du combat pour le lecteur n'est pas forcément prédéterminée à l'avance. Pour dire à quel point cette page est forte, certains fans l'interprètent comme un roi Quincy qui se pose des questions, qui se demande s'il a bien fait d'attribuer un tel type de schrift à l'un de ses Sternritter. Tellement il est puissant et tellement cela pourrait le dépasser. Bref, cela reste sujet à interprétation, mais vous vous rendez compte à quel point ces moments-là sont importants, et à quel point cela pourrait devenir du gâchis si les prochains épisodes font de même. C'est déjà annoncé pour le prochain, il va y avoir une pelletée de chapitres adaptés, des passages inédits, etc., qui en effet vont nous apporter de la matière à discuter, mais qui vont également en enlever par rapport au matériel original du manga Bleach. Mais très cher devin, nous avons fait un tour plus que complet de ces derniers épisodes de Bleach. Merci infiniment à ceux qui m'ont laissé des messages en me disant que mes reviews Bleach pouvaient leur manquer, que c'était un contenu qu'ils appréciaient, même s'il n'était pas forcément très visionné, etc. Ça donne forcément toujours beaucoup de motivation. Pour m'aider sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche des notifications qui va avec, à interagir avec mes vidéos, que cela soit en zone commentaire, vous savez que je suis toujours là pour vous lire tous sans exception, vous répondre un maximum qui m'est possible, généralement tous, à interagir avec mes posts de vidéos sur les réseaux sociaux, en particulier Twitter, à les liker, retweeter, citer, etc. Je suis toujours là avec vous aussi en présent sur ce réseau, ça me fait toujours plaisir d'échanger. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.